L'audience dans l'affaire C-30-2016 est ouverte. Valeurs républicaines contre ministre de la Justice. Nous vous proposons de donner la parole tout d'abord au demandeur, au principal, à savoir l'association Valeurs républicaines, donc pour une durée de 20 minutes. Puis nous entendrons le gouvernement de l'État de Noé également pour 20 minutes. Voilà, l'association Valeurs républicaines, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, merci de votre attention. Je vais vous rappeler brièvement quelques faits et vous apporter un éclairage sur les 3 premières questions préjudicielles, tandis que mon confrère, Maître Ludovic Panepinto, vous éclairera sur les 2 dernières. L'affaire qui nous réunit aujourd'hui a trait à une association de formation civique, Valeurs républicaines, qui s'est vue contrainte de rembourser une grande part des subventions qui lui ont été accordées et exclue de tout régime d'aide à l'intégration pour une durée de 10 années. Sanction basée sur une soi-disant violation de la loi sur la neutralité de l'État de Noé, loi justement contestée aujourd'hui. Cette décision a dans un premier temps été annulée par la Cour administrative de l'État de Noé en ce qu'elle ne respectait pas le droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Ensuite, la Cour suprême de l'État de Noé a annulé cette décision en ce que le droit à une bonne administration ne s'appliquerait pas en l'espèce. Elle a par la suite refusé par 2 fois que la Cour administrative de l'État de Noé pose des questions préjudicielles et a également elle-même par 2 fois refusé de poser des questions préjudicielles. J'aimerais maintenant en venir à la première question qui nous occupe. Cette question pose le problème de savoir si la décision litigieuse peut se fonder de manière suffisante sur les règlements 2988 de 1995 et 966 de 2012. Il convient d'apporter une réponse négative à l'ensemble de cette question. La décision ne peut pas se fonder sur ces règlements. Pour 2 raisons principalement. Tout d'abord, il s'agit de réglementation générale, et ensuite, de toute manière, le règlement de 2012 est inapplicable ratione temporis. Concernant le premier point, il est de jurisprudence constante que le règlement 2988 de 1995 est une réglementation absolument générale, qui doit s'appuyer sur des dispositions sectorielles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le règlement de 2012, quant à lui, est également une réglementation générale qui doit s'appuyer sur des dispositions sectorielles, ce qui n'est à nouveau pas le cas en l'espèce. Que de plus, en tout état de cause, on vous invoquera le règlement de 2012, mais que celui-ci est inapplicable ratione temporis. En effet, l'article ayant trait à un remboursement de subventions, dans notre cas, dans ce règlement, est l'article 59. Or, cet article, et ceci est expressément prévu par le règlement, n'est applicable qu'aux subventions versées après le 1er janvier 2014. Or, la subvention a été versée le 1er mars 2008. Dès lors, ce règlement est inapplicable dans son champ d'application temporel. Finalement, au sujet de cette première question, j'aimerais préciser que dans la réglementation précédente régissant la matière, l'article ayant trait au remboursement était l'article 53 ter dans le règlement 1605 de 2002. Mais, et dans son arrêt Somvao, la Cour avait jugé que cet article 53 ter pouvait, dans une certaine mesure, être considéré comme une disposition sectorielle. Cependant, le texte de l'article 53 ter et de l'article 59 ne sont pas les mêmes, et particulièrement la phrase sur laquelle était basée la décision de la Cour dans son arrêt Somvao. Dès lors, il est dans notre cas, en tout état de cause, impossible d'établir un équivalent entre l'article 53 ter et l'article 59. Finalement, pour terminer sur cette question, j'aimerais rappeler qu'aucune disposition sectorielle n'a été invoquée et que donc, en aucun cas, la décision administrative ne trouve un fondement juridique suffisant. J'aimerais maintenant en venir à la deuxième question préjudicielle. Cette question pose le point de savoir si la décision administrative doit nécessairement être jugée invalide et si elle viole de manière suffisamment caractérisée le droit pour entraîner la responsabilité de l'État de Noé. Il convient de répondre par la positive à l'ensemble de la question. En ce qui concerne l'invalidité, premièrement, 2 éléments sont à prendre en compte. Le droit à une bonne administration et le principe de proportionnalité, tous 2 violés. Le droit à une bonne administration est inscrit à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et prévoit expressément une obligation de motivation. Et comme nous l'avons vu lors de la première question préjudicielle, l'obligation de motivation n'a pas été respectée. Que l'obligation de motivation est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, un moyen d'ordre public devant être soulevé d'office, et qu'un manquement à cette obligation empêche d'assurer une défense correcte. Que de plus, le droit à une bonne administration comprend également une autre composante essentielle, le droit d'être entendu, droit qui n'a pas été respecté en l'espèce malgré la grande importance que revêtait la décision pour l'association. Il s'agit également d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, que dès lors il convient de juger la décision nécessairement valide. Mais de plus, j'ajouterais que la décision est complètement disproportionnée, mesdames et messieurs les juges.
et que le principe de proportionnalité est un principe fondamental du droit de l'Union, que ce principe veut que la police ne tire pas à boulet de canon sur les moineaux, et qu'en l'occurrence, une exclusion de 10 années est un véritable boulet de canon contre une simple association de formation civique, mesdames et messieurs les juges. De manière plus prosaïque maintenant, ce principe veut que les mesures soient appropriées et nécessaires à l'objectif poursuivi. En l'espèce, on aperçoit mal le rapport entre l'objectif poursuivi, à savoir la protection de la neutralité, et les sanctions prises, une exclusion de 10 années et le remboursement de nombreuses subventions. Et finalement, concernant ce premier point de la deuxième question préjudicielle, j'ajouterai que de toute manière, une mesure moins sévère, comme une exclusion moins longue, aurait largement suffi. Concernant maintenant la deuxième partie de cette question, où il s'agit de déterminer s'il y a une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union, oui, il y en a une. Pour qu'il y ait une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union, il faut qu'elle soit grave et manifeste. Qu'en l'occurrence, nous nous trouvons dans le champ d'application des droits fondamentaux, que nous sommes donc nécessairement dans une matière grave, que notre cas est nécessairement grave. Le droit à une bonne administration a été violé, comme nous l'avons vu lors de la première question préjudicielle, et que des violations graves et manifestes du droit de l'Union, mesdames et messieurs les juges, nous pouvons en compter 3. Premièrement, l'obligation d'être entendu n'a pas été respectée malgré le caractère quasi pénal de la sanction. Deuxièmement, l'obligation de motivation, comme cela a déjà été développé, n'a pas été respectée. Deuxième violation grave et manifeste du droit de l'Union. Troisièmement, le principe de proportionnalité a été bafoué. Troisième violation grave et manifeste du droit de l'Union, mesdames et messieurs les juges. Chacun de ces éléments, pris individuellement, permet de conclure à une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union. Mais l'accumulation de ceux-ci permet d'acquérir une absolue certitude quant à une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union. Il convient dès lors d'apporter une réponse positive à l'ensemble de la deuxième question. La décision doit nécessairement être jugée invalide et viole de manière suffisamment caractérisée le droit de l'Union. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, en arriver à la troisième question préjudicielle. Cette question pose le problème de savoir s'il est possible qu'une ordonnance de renvoi préjudicielle se voit appelée et qu'au cours de cet appel, la juridiction supérieure ordonne l'annulation de l'ordonnance de renvoi préjudicielle, de retirer les questions préjudicielles et enjoindre à la juridiction inférieure de statuer sur l'affaire sans donc avoir pu poser des questions préjudicielles. Et ensuite, nous déterminerons s'il s'agit d'une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union. J'aimerais également que la Cour apporte une réponse positive à l'ensemble de cette question. En ce qui concerne le premier point, il convient de se référer au célèbre arrêt Cartesio, dans lequel une ordonnance de renvoi préjudicielle s'était vue appelée alors que l'affaire au fond restait pendante devant le juge de renvoi, comme en l'espèce notre affaire est pendante devant la cour administrative de Noé. Et dans cet arrêt, la Cour a très clairement établi que le juge de renvoi pouvait poser des questions préjudicielles malgré un appel. Que de plus, que l'article 267 lui confère un droit absolument autonome de poser des questions préjudicielles s'il l'estime nécessaire. Qu'en d'autres mots, le juge de renvoi doit rester entièrement maître de la procédure préjudicielle. Que ceci, pour autant que de besoin, peut être rattaché au principe de primauté du droit de l'Union, principe fondamental s'il en est, qui veut que chaque juge fasse ce qui est nécessaire afin de permettre une correcte application du droit de l'Union, y compris, si nécessaire, écarter certaines parties du droit national. J'aimerais maintenant en venir à la deuxième partie de la troisième question préjudicielle, où il s'agit de déterminer s'il y a une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union. Il convient d'apporter une réponse positive. En effet, rappelons que par 2 fois tout d'abord, la Cour administrative n'a pas pu poser de questions préjudicielles sur injonction de la Cour suprême. Qu'ensuite, par 2 fois, la Cour suprême de l'État de Noé a refusé elle-même de poser des questions préjudicielles alors qu'elle y est expressément tenue par l'alinéa 3 de l'article 267 du TFUE. Que sa motivation concernant ce refus est inadéquate en ce qu'elle ne se réfère ni à la théorie de l'acte clair ni à la théorie de l'acte éclairé consacrée dans l'arrêt Silphite par la Cour de justice. Que de plus, la procédure préjudicielle est une procédure fondamentale au droit de l'Union, en ce qu'elle vise à éviter les divergences d'interprétation du droit de l'Union. Dès lors, il convient de conclure que c'est de manière flagrante que la Cour suprême de l'État de Noé a violé l'esprit de la procédure préjudicielle et l'esprit de collaboration qui doit présider entre les juges en refusant par 2 fois de poser des questions préjudicielles elle-même et que par 2 fois qu'une juridiction de renvoi pose des questions préjudicielles. Il convient dès lors d'apporter une réponse positive à l'ensemble de la question 3. Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs les juges. Je vais maintenant céder la parole à mon confrère, maître Ludovic Panepinto, qui va vous exposer en quoi la loi sur la neutralité ne respecte pas le droit de religion consacré par la Charte des droits fondamentaux.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames les juges, comme mon confrère vous l'a expliqué, je vais donc vous exposer la position de la partie requérante au principal concernant les 4e et 5e questions. Concernant la 4e question tout d'abord, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le droit de l'Union, notamment la Charte des droits fondamentaux ainsi que la directive 2078, s'oppose à ce que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, une législation nationale puisse mettre en œuvre un principe de neutralité inhérent à l'identité constitutionnelle en interdisant de manière générale le port de signes religieux. La partie requérante au principal considère qu'il convient de répondre de manière positive à cette question pour 2 raisons. Premièrement, une telle mesure viole la Charte des droits fondamentaux. Deuxièmement, une telle mesure viole la directive 2078. Concernant la Charte des droits fondamentaux, d'abord, son article 10 contient le principe de la protection de la liberté de culte et de religion. Or, une telle mesure, qui vise à prohiber tout port de signes religieux, constitue indéniablement une ingérence dans un tel droit. Dans un tel cas d'ingérence, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme propose 4 critères qui seuls, dans un aspect cumulatif, peuvent justifier une telle ingérence. Alors, je vais beaucoup vous parler de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous vous demandiez pourquoi j'en viens à parler de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme devant votre cours, eh bien, je vous répondrai que l'article 52, paragraphe 3 de la Charte règle cette question, et je serai ravi de revenir plus longuement dans la séance de questions-réponses si vous le désirez. Je disais donc qu'il y a 4 raisons uniquement qui peuvent justifier une telle ingérence. Premièrement, cette ingérence doit être prévue par la loi. Deuxièmement, justifiée en son principe. Troisièmement, nécessaire dans une société démocratique. Et quatrièmement, proportionnée. Aucun de ces 4 critères n'a été rempli en l'espèce, Monsieur le Président, Mesdames les juges. En ce qui concerne le critère d'être prévu par la loi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit que les conséquences de la violation d'une norme nationale constituant une ingérence à l'article 10 de la Charte doivent être raisonnablement prévisibles pour les personnes qui la violent. Or, en l'espèce, tant la loi constitutionnelle du 15 juin 2008 que la loi du 18 août 2008 laissent largement indéfinies les conséquences d'une telle violation. Par ailleurs, aucune explication préalable n'a été fournie à l'association Valeurs républicaines quant aux conséquences d'une éventuelle violation. Première caractéristique n'est donc pas remplie, première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut qu'une telle ingérence soit justifiée en son principe. Alors, Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous entendrez certainement la partie défenderesse vous parler de l'identité constitutionnelle de l'État de Noé, qui contient donc le principe de neutralité. Alors certes, la loi constitutionnelle de 2008 est, comme son nom l'indique, constitutionnelle. Mais l'identité constitutionnelle à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme fait aussi référence, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quand la Cour européenne des droits de l'homme parle de l'identité constitutionnelle de la France, elle remonte à 1798. Elle parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle parle de la loi de 1905, la fameuse loi de 1905 sur la séparation entre l'Église et l'État. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Quand la Cour européenne des droits de l'homme parle de l'identité constitutionnelle en matière de neutralité en Turquie, eh bien, ça date des années 1920. Donc, il ne suffit pas du jour au lendemain de doter son ordre juridique interne d'une loi constitutionnelle pour justifier toute ingérence à la liberté de culte. Sinon, le principe, la liberté de culte et de religion, deviendrait l'exception, et l'exception, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des ingérences justifiées sur base du principe de neutralité, deviendrait le principe, et tout le système de protection des droits fondamentaux mis en place par la Charte, eh bien, tomberait à l'eau, serait réduit à néant. Deuxième cause de violation. Troisième cause de violation, il faut encore que cette ingérence soit nécessaire dans une société démocratique. Alors, je vais me permettre de vous citer le paragraphe 108 de l'affaire Leila Saïd, qui dit « La démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité, mais commande un équilibre. Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis. » Un arrêt rendu toujours sur la matière du port de signes religieux, de prohibition du port de signes religieux. On est bien loin de ces valeurs, en l'espèce, Monsieur le Président, Madame les juges, puisqu'il s'agit ici d'une mesure tout à fait générale qui vise à gommer les disparités entre les personnes souhaitant s'intégrer dans l'État de Noé. Troisième condition n'est donc pas respectée. En ce qui concerne la quatrième condition, s'il fallait considérer que la mesure est justifiée en son principe, elle n'est pas respectée non plus, c'est la condition de proportionnalité. Or, l'interdiction ici est tout à fait générale. Elle est tout à fait générale, ce qui, en soi, empêche déjà qu'elle soit proportionnée à quoi que ce soit, puisqu'elle s'applique à toutes les situations. Par ailleurs, les sanctions qui sont prises sur base de cette mesure sont prises sans avertissement, sans audition préalable, sans compromis. Et pourtant, cela suffit à entraîner des remboursements partiels de subventions et des exclusions de tout système d'aide à l'intégration pendant pas moins de 10 ans, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cela de proportionné.
En conclusion, pour ces 4 raisons, la Charte des droits fondamentaux a été violée. En ce qui concerne la violation, maintenant, de la directive 2078, celle-ci a également été violée. Son article 1 nous dit qu'elle met en place le cadre général pour lutter contre la discrimination en matière de religion, la discrimination basée sur la religion, notamment, en matière d'emploi et de travail. Et son article 3, qui définit son champ d'application, contient notamment l'accès à tout type de formation professionnelle. Or, le litige au principal est justement une formation qui vise à l'intégration des personnes concernées dans l'État de Noé, donc notamment l'intégration sur le marché de l'emploi. De plus, il s'agit d'une prohibition tout à fait générale du port de signes religieux, qui s'applique tant dans le secteur privé que public, et donc notamment en matière d'emploi. Alors, en quoi consiste la violation de cette directive 2078 ? Eh bien, la mesure en cause est une discrimination directe au sens de l'article 2, paragraphe 2 de cette directive, et est donc en cela prohibée, puisqu'elle vise à instaurer un traitement moins favorable pour les personnes souhaitant manifester leur religion que pour les personnes ne le souhaitant pas. Une telle discrimination directe, conformément à l'article 2, paragraphe 5, cette fois de la directive, ne peut être justifiée que sur base des éléments suivants. Soit la sécurité publique, soit la défense de l'ordre, soit la prévention d'infractions pénales, soit la santé, soit la protection des droits et libertés d'autrui. Aucune de ces justifications ne peut être applicable à l'affaire au principal. Monsieur le Président, Madame les juges, je vous demande donc de considérer que la directive 2078 est également violée et de répondre à cette 4e question par la positive. Concernant maintenant la 5e question posée par la Cour administrative à votre cours, elle consiste à demander si le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale de premier ressort soit tenue de retirer sa demande préjudicielle pour se conformer à l'autorité de choses définitivement jugées d'une décision de Cour suprême au plan national. La partie requérante au principal considère qu'il convient également d'apporter une réponse positive à cette question pour 2 raisons. Tout d'abord, une ordonnance de renvoi préjudiciel est incapable en son principe d'entraver l'autorité de chose jugée de n'importe quelle décision, puisque une ordonnance de renvoi préjudiciel vise uniquement à obtenir des informations, des éclaircissements de la part de votre cour sur un point de droit et certainement pas à mettre en péril la chose jugée dans une décision au fond. Deuxièmement, toujours sur ce premier point, cette ordonnance de renvoi préjudiciel a été rendue dans une affaire relative à une action en responsabilité. Et je vais me permettre une deuxième fois de vous citer la jurisprudence de votre cour, très claire, on ne peut plus clair. Le paragraphe 39, par exemple, de la jurisprudence Kobler. La reconnaissance du principe de la responsabilité de l'État, du fait de la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, n'a pas pour conséquence de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement jugée d'une telle décision. Nous avons donc une ordonnance de renvoi préjudiciel, incapable en son principe de porter atteinte à l'autorité de chose jugée, rendue dans une procédure elle-même incapable de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue au fond. Première raison. Deuxième raison, et subsidiairement, eh bien, vous entendrez certainement, la partie défendresse au principal, vous parler du principe de l'autonomie procédurale et de l'autorité de la chose jugée. Le principe d'autonomie procédurale, Monsieur le Président, Mesdames les juges, ne s'applique que lorsque le droit de l'Union n'a pas prévu explicitement de mesures pour pallier à une situation. Or, en l'espèce, l'article 267 prévoit déjà un droit à tout juge qu'il statue en première instance ou non de poser une question préjudicielle à votre cour. Il faut donc, pour ces 2 raisons, considérer que la question 5 nécessite également une réponse positive. En conclusion, je vous demanderai de répondre négativement à la première question, positivement aux 4 questions suivantes, de considérer qu'il n'est pas conforme au droit de l'Union de prendre une décision administrative sur base de règlements qui n'étaient pas en vigueur au moment de la prise de cette décision, de considérer que l'on ne peut pas, en droit de l'Union, porter atteinte au droit pour un juge national de poser des questions préjudicielles à votre cour et de considérer que la prohibition du port de signes religieux dans des circonstances aussi larges que celles de l'espèce n'est pas non plus justifiée en droit de l'Union. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous représentons aujourd'hui les intérêts du gouvernement de l'État de Noé. Les questions préjudicielles posées à votre cour ont un enjeu considérable. Enjeu d'autant plus important qu'une société entière attend des réponses lui garantissant une autonomie dans le choix de ses valeurs, dans le respect de son identité
et lui assurant la protection de sa conception de la religion dans un État laïque. Nous souhaitons tout d'abord vous apporter quelques précisions quant aux faits exposés par l'association Valeurs républicaines. Ces précisions sont relatives à l'enquête administrative du 20 octobre 2009. Durant cette enquête, les dirigeants de l'association Valeurs républicaines ont été fortement sollicités. Or, ils ont délibérément refusé de collaborer à cette enquête. Avait-il quelque chose à nous cacher ? Je vous le rappelle, l'association a admis, sinon toléré, que certains stagiaires portent des signes religieux durant la formation. Précision faite, nous allons passer à la question préjudicielle A, question relative à la base juridique de la décision litigieuse prise par le gouvernement de l'État de Noé. Nous vous demandons de reconnaître que les règlements numéros 2988-95 et 966-2012 peuvent servir de base juridique à la décision administrative prise par notre gouvernement. Le gouvernement a fondé sa décision sur l'article 135 du règlement 966-2012. Cet article, relatif au paiement des subventions et à leur contrôle, prévoit la possibilité de recouvrer les montants indûment versés et de suspendre la mise en œuvre de toute subvention concernée. Contrairement à ce que prétendent les représentants de l'association Valeurs républicaines, ce règlement est applicable ratione materiae et ratione temporis, puisqu'il est applicable depuis le 1er janvier 2013, et cela avant la décision litigieuse prise par notre gouvernement. De même, votre cour a rendu un arrêt Sambao en 2014. Selon vous, dans cette affaire, le règlement 1605-2002 pouvait servir de base juridique à une décision de récupération de fonds. Certes, ici, le règlement invoqué par le gouvernement de l'État de Noé n'est pas le règlement numéro 1605-2002, mais il s'agit de son remplaçant, le règlement numéro 966-2012, qui prévoit de manière analogue à son prédécesseur la possibilité de récupérer des fonds indûment versés, et cela dans le but de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne. L'association Valeurs républicaines a violé les obligations législatives découlant de sa mission d'intégration. Dans la société noaïenne, une société qui, je vous le rappelle, est fortement attachée à sa conception de la laïcité, le port de signes religieux, quel qu'il soit, est une barrière à l'intégration. Est-ce dans l'intérêt de l'Union européenne que de soutenir financièrement une association qui viole délibérément la loi nationale en n'empêchant pas à cette stagiaire de porter des signes religieux? Est-ce dans l'intérêt de l'Union européenne que de soutenir une formation de désintégration de la société noaïenne? Non. L'État de Noé a, par sa décision, pris les mesures nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. L'État de Noé a protégé l'Union européenne. C'est pourquoi nous vous demandons de juger que la décision prise par notre gouvernement est correctement fondée. Passons à présent à la question préjudicielle B, question relative à l'éventuelle invalidité de la décision administrative et de la violation du droit de l'Union qui pourrait entraîner la responsabilité du gouvernement de l'État de Noé. Nous vous demandons de ne pas vous prononcer sur la validité de la décision administrative prise par le gouvernement. C'est au seul juge national de juger de la légalité de cette décision. Votre cour reconnaît depuis longtemps qu'il n'est pas de votre compétence d'annuler directement un acte administratif pris par une autorité d'un État membre. Nous faisons référence ici à l'arrêt Humblay de 1960. Nous vous demandons donc de laisser au juge national ce qui appartient au juge national. Nous vous demandons également de juger que le gouvernement de l'État de Noé n'a pas violé le droit de l'Union européenne et que dès lors sa responsabilité ne saurait être engagée. Si vous veniez à apprécier l'existence d'une violation suffisamment caractérisée, nous vous demandons simplement de suivre votre jurisprudence en la matière, à savoir l'arrêt Brasserie du Pêcheur du 5 mars 1996. Selon vous, les critères utiles à l'appréciation d'une telle violation
comprennent notamment le degré de clarté et de précision de la règle violée, ainsi que la marge d'appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales. Or ici, la règle prétendument violée n'est pas claire, elle n'est pas précise, puisqu'elle n'interdit pas explicitement une décision administrative telle que celle prise par notre gouvernement. De plus, la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales est immense. Le règlement 966/2012 applique le principe d'autonomie procédurale. Je vous cite l'article 59 de ce règlement. Les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Nous vous demandons donc de prendre en compte le doute qui pouvait exister sur la règle appliquée par l'État de Norway et la large marge d'appréciation qui lui était laissée. Nous vous demandons de dire que l'État de Norway n'est pas responsable en cas d'une éventuelle erreur de droit de sa part. À présent, passons aux questions préjudicielles C et E relatives à la conformité au droit de l'Union européenne de la procédure nationale d'appel d'une ordonnance de renvoi préjudiciel et de la responsabilité qui pourrait en découler. Nous vous demandons de juger que l'État de Norway ne peut pas être tenu responsable de l'injonction faite à sa cour administrative de retirer ces questions préjudicielles posées aujourd'hui à votre cour. Peu importe que la procédure d'appel réalisée en l'espèce soit conforme ou non au droit de l'Union européenne. L'État de Norway ne peut pas être tenu responsable de prétendues violations à l'article 267 du TFUE. Les conditions pour engager la responsabilité de l'État ne sont tout simplement pas réunies. D'abord, aucun droit à un renvoi préjudiciel n'est conféré à l'association. Le renvoi préjudiciel prévu, vous le savez, à l'article 267 vise à une coopération entre les juges nationaux et les juges de votre cour. Lors d'un renvoi préjudiciel, on ne peut pas parler de partie. D'ailleurs, l'article 267 n'en fait même pas mention. Ce sont aux juges nationaux de poser les questions qui leur permettent d'interpréter au mieux le droit de l'Union européenne. Je le répète, l'association Valeurs républicaines n'a aucun droit à un renvoi préjudiciel. Ensuite, l'éventuel préjudice que pourrait avoir subi l'association Valeurs républicaines n'est pas réel, il n'est pas certain. Le seul préjudice causé par le refus de renvoi préjudiciel serait la non-restitution à l'association de la subvention qui, selon l'association, lui est due. Il s'agit là d'une perte de chance. Nous le reconnaissons, peut constituer un préjudice. Préjudice, oui, mais seulement à condition que la perte de chance soit sérieuse. Et cela, vous l'aviez reconnu dans un arrêt Giordano contre commission de 2014. Or ici, la présence d'une perte de chance est tout au mieux hypothétique. Il faudrait que vos réponses aux questions préjudicielles aillent dans le sens de l'association et que ces réponses aboutissent au prononcé par une cour nationale de l'illégalité de la décision. La perte de chance n'est pas sérieuse. Le préjudice ne peut donc pas être reconnu comme réel et certain. Nous vous demandons donc de juger que la responsabilité de l'État de Norway ne peut pas être retenue pour la violation de l'article 267 du TFUE. Je laisse à présent la parole à mon confrère, Maître Joly. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les juges, j'en viens désormais à la question préjudicialité, sur laquelle nous vous demandons de déclarer que la loi noahienne n'est pas contraire au droit de l'Union, et en particulier à la directive 2078 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Tout d'abord, la situation au principal ne relève tout simplement pas du champ d'application de la directive. En effet, celle-ci concerne exclusivement l'emploi et le travail. L'avocat général Cocotte a dit cette semaine, non pas cette semaine, mais a dit dans l'affaire H-Vita jugée cette semaine par votre cour, que cette directive serait applicable dans le service public. Attention toutefois à ne pas faire de raccourci, elle n'est pas applicable aux simples usagers de ce service public. Si la loi est de manière générale applicable aux agents et aux usagers du service public, elle n'est en l'espèce appliquée qu'au second. Ici, les stagiaires dont il est question
accomplissent une formation civique et non pas une formation professionnelle. Ils ne sont donc pas dans une situation de travail relevant de la directive. Nous vous demandons donc de ne pas vous prononcer sur la question de la conformité de la loi sur la neutralité à la directive. Si vous veniez néanmoins à juger que la directive est applicable au cas d'espèce, nous vous demandons tout du moins de reconnaître que la législation nationale ne crée pas de discrimination. La loi de notre État prohibe de façon générale le port de signes religieux, sans viser de communauté en particulier. Elle ne crée pas d'inégalité de traitement entre usagers croyants et non croyants. Elle ne crée pas non plus d'inégalité de traitement entre les usagers selon leur religion. Elle crée seulement une différence de traitement entre ceux qui souhaitent manifester à tout prix leur religion et ceux qui acceptent d'être modérés dans l'expression de celle-ci. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa religion, il lui est imposé de rester neutre. Dans tous les cas, votre cour l'a elle-même dit dans les affaires Ajvita et Bougnaoui, il n'est pas envisageable de retenir une discrimination directe pour une situation telle que celle de l'espèce. Vous avez au surplus, dans l'affaire Ajvita, affirmé qu'une discrimination indirecte n'est constituée que lorsque l'obligation en apparence neutre aboutit en fait à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Ainsi, pour nous, il n'y a pas de discrimination puisque les conséquences d'une telle mesure ont en l'espèce un impact sur toutes les religions dont la pratique pousse les croyants à porter des signes ostensibles et non pas sur une religion donnée. De plus, une éventuelle différence de traitement serait, selon nous, justifiée. En effet, si la directive est applicable, les stagiaires sont à considérer comme des travailleurs devant dès lors respecter les exigences professionnelles essentielles et déterminantes prévues à l'article 4, paragraphe 1 de la directive. Or, rappelons-nous du contexte dans lequel se trouvent ces stagiaires. C'est celui d'un service public visant à l'intégration de personnes étrangères au sein d'une société laïque, selon sa constitution. Dès lors, il serait contre-productif que le port de signes religieux y soit toléré. Ainsi, la neutralité doit ici pouvoir être une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive, justifiant une éventuelle inégalité de traitement en raison de la religion. Si une différence de traitement venait à être retenue par votre cour, nous estimons qu'elle est également justifiée par la nécessité de protéger les droits et libertés d'autrui prévus à l'article 2, paragraphe 5 de cette même directive. L'État de Noé protège le droit à la liberté religieuse, celui des autres participants à la formation, contre le fléau du prosélytisme religieux. Ceux-ci ont le droit de ne pas avoir de convictions religieuses. Ils ont le droit d'avoir d'autres convictions religieuses que celles qu'on tente de leur imposer. Dès lors, une éventuelle différence de traitement doit pouvoir être considérée comme justifiée par l'objectif de protection des droits et des libertés d'autrui. En outre, l'interdiction prévue par la loi noyenne, contrairement à ce qu'a soutenu l'association, est proportionnée. Tout d'abord, il nous semble absolument évident que l'obligation systématique de porter une tenue neutre est une mesure adaptée pour protéger l'objectif de neutralité issu de la loi noyenne et protéger les droits et libertés d'autrui en luttant contre ce prosélytisme religieux. Deuxièmement, la mesure est nécessaire. Il n'existe pas de solution alternative. Dans l'affaire Ajvita que j'ai déjà citée, il a pu être proposé la mise en place d'un uniforme incluant la faculté de porter un foulard ou un turban. Mais ce n'est pas un problème de mode qui nous préoccupe ici, mais de prosélytisme religieux. Pire encore, si l'on imagine un tel uniforme, les stagiaires ne sont plus différenciés que par leurs signes religieux, ce qui les rend plus ostentatoires encore. Enfin, la mesure est proportionnée en tant qu'elle ne porte atteinte qu'à certains des aspects pratiques de la religion, le forum externum, dissociable de la personne et de son identité religieuse. En outre, elle ne porte atteinte à cet aspect que de manière limitée. Elle n'interdit pas de manière générale la pratique religieuse, mais uniquement le port de signes religieux au sein du service public noyen uniquement. Ainsi, nous vous demandons
de dire que si vous retenez une égalité de traitement en raison de la religion, celle-ci poursuit un objectif légitime de manière nécessaire et proportionnée, de telle sorte que la loi noéenne est conforme à la directive. Enfin, venons-en à la question de la prétendue violation de la charte par la loi sur la neutralité. Comme l'ont dit les requérants, selon son article 52, paragraphe 3, la charte doit être interprétée dans le même sens que la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez d'ailleurs, dans le récent arrêt CK, HF et AS contre République de Slovénie, en février 2017, affirmé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme doit être prise en compte pour interpréter la charte. La liberté religieuse, contenue dans la charte, est donc à interpréter dans le même sens que sa jumelle de la Convention européenne. Or, que nous dit la Cour de Strasbourg? Dans l'affaire Leyla Şahin, elle nous dit que ce principe n'est pas du tout absolu. En l'espèce, une université turque avait pu interdire, au nom de ce même principe de laïcité que nous invoquons aujourd'hui devant vous, l'accès à l'université d'une étudiante qui refusait d'enlever son voile, et ce, afin de protéger la liberté religieuse des autres étudiants. Nous vous proposons donc simplement d'appliquer cette jurisprudence à la situation de l'espèce et de prendre en compte, comme l'a fait la Cour européenne des droits de l'homme, le contexte national noéen, et plus particulièrement la laïcité de l'État de Noé, qui, à la différence de la simple neutralité, renvoie à l'interventionnisme de l'État pour faire respecter les droits et libertés d'autrui, notamment en luttant, je le répète encore une fois, contre le prosélytisme religieux. Ensuite, là encore, la demande a affirmé que pour être prévue par la loi au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, une ingérence aux droits fondamentaux doit non seulement avoir une base juridique, mais doit également être prévisible. Il ressort des faits de l'espèce, et notamment de l'absence de coopération de la part de l'association, qu'ils savaient que leur pratique n'était pas conforme à la loi noéenne. En outre, le simple fait que la loi puisse être sujette à plusieurs interprétations ne suffit pas pour dire qu'elle n'est pas prévisible selon la Cour européenne des droits de l'homme, comme elle le rappelle dans l'arrêt Leyla Şahin, là encore. Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, je vous renvoie à la démonstration que nous venons de faire au regard de la directive pour vous demander, par rapport à la charte, que l'éventuelle ingérence à la liberté religieuse est prévue par la loi, nécessaire et proportionnée. Ainsi, selon nous, la loi noéenne sur la neutralité est conforme au droit de l'Union, et en particulier à la directive 2078 et à la charte des droits fondamentaux. Afin de conclure, nous appelons votre Cour à rester à l'écoute des États membres en cette période de crise identitaire pour l'Europe. Ainsi, à l'image de ce que nous avons demandé à nos stagiaires de la formation Welcome, nous vous demandons de rester modérés. Nous vous lançons le défi de prendre réellement en compte le principe du respect de l'identité constitutionnelle des États membres. Nous vous encourageons à ne pas ignorer chacune des briques qui font de la Maison Europe au risque de voir celle-ci se désintégrer. Pour récapituler, et à l'inverse de nos confrères de la demande, nous demandons à votre Cour d'apporter une réponse négative à l'ensemble des questions préjudicielles, hormis à la première. Je vous remercie. Je remercie les représentants du gouvernement de Noé. Est-ce que les représentants de l'association Valeurs républicaines souhaitent répliquer? Vous avez la parole pour 5 minutes. 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Dans le temps qui me sera imparti, je vais essayer de revenir sur les plus grosses incohérences qui ont été énoncées par la partie défenderesse, dans l'ordre des questions. En ce qui concerne la première question, la partie défenderesse nous dit qu'elle argumente sur base de l'article 135 du règlement 966. Premièrement, j'ai démontré qu'il n'était pas en vigueur. Deuxièmement, l'article 135 donne en fait les compétences des ordonnateurs. Conformément à l'article 65 du règlement, les ordonnateurs sont les institutions, sont chaque institution. Or, l'article 2b du même règlement définit les institutions de manière limitative,
Ces institutions ne sont que des institutions de l'Union européenne. L'État de Noé n'est pas une institution de l'Union européenne. Cet article 135 est donc inapplicable. Concernant l'applicabilité ratione temporis du règlement cette fois-ci, eh bien, la partie défenderesse soutient que ce règlement est applicable ratione temporis. Je pense que nous n'avons pas lu le même article 214, puisque dans l'article 214, il est dit que le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2013. La décision en cause a été prise le 15 décembre 2013, soit plus tard. Et concernant l'article 59, celui-ci est entré en vigueur uniquement le 1er janvier 2014. Concernant la deuxième question, la partie défenderesse nous dit que c'est au juge national d'annuler une décision contraire, une disposition nationale contraire au droit de l'Union. Très bien, nous n'avons jamais prétendu le contraire. Nous demandons simplement à votre cour, comme c'est sa mission dans le cadre d'une demande de question préjudicielle, de déclarer cette disposition nationale contraire au droit de l'Union, à charge ensuite pour l'État de Noé de l'annuler lui-même. C'est d'ailleurs ce que dit l'arrêt Humblay que j'ai ici, contrairement à ce que disent la partie défenderesse. L'arrêt Humblay dit rien d'autre que cela, c'est-à-dire la jurisprudence constante de la Cour. Il est interdit à votre Cour d'annuler elle-même des décisions, des règles nationales, mais simplement de les constater contraires au droit de l'Union. C'est ce que nous vous demandons de faire, tout simplement. En ce qui concerne la question numéro 3, la partie défenderesse nous dit que sa responsabilité, ne pourrait être engagée parce qu'aucun droit n'est conféré par l'article 267 à la partie requérante. Or, il n'est absolument pas requis dans le cadre d'une demande de question préjudicielle qu'un droit soit conféré par l'article 267 à la partie requérante. Je pense que la partie défenderesse confond le recours en indemnité et le recours et la procédure de renvoi préjudiciel. Nous sommes partis au litige au principal, nous avons donc le droit de nous exprimer, de formuler des opinions sur la question de savoir s'il faut répondre par la positive ou la négative aux questions préjudicielles. Il n'y a absolument pas besoin qu'un droit nous soit conféré personnellement par cet article 267. Concernant le fait qu'aucun préjudice n'ait été subi par l'association Valeurs républicaines, même chose, il n'est absolument pas requis que l'article 267 entraîne qu'un préjudice ait été subi, tout simplement parce que nous avons le droit de formuler des opinions dans le cadre de la réponse que vous devez donner sur cette question préjudicielle. Ceci n'est donc absolument pas un requis dans la jurisprudence de votre cour. Concernant la quatrième question maintenant, il a été dit que la directive ne serait pas applicable car nous ne trouvons pas en cas de situation de travail. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une prohibition tout à fait générale qui vise le secteur tant privé que public et notamment le monde de l'emploi. La directive trouve donc à s'appliquer. En plus de ça, son article 3b vise tout type de formation visant à l'obtention d'un emploi. Or, l'intégration, c'est notamment l'intégration dans le monde de l'emploi. Quant à l'argumentation basée sur la décision rendue avant-hier par votre cour et les conclusions de l'avocate générale Mme Cocotte, eh bien certes, votre cour a décidé qu'une mesure telle que celle en cause n'était pas discriminatoire, mais c'est uniquement parce que cette mesure visait non seulement la manifestation du port de signes religieux, mais également tout type convictionnel, culturel, philosophique, politique. Ici, on vise uniquement à discriminer les gens sur base de leur religion. Uniquement, les faits sont donc différents de cette affaire Bouniaoui. Et il est donc vain d'utiliser cet arrêt de Bouniaoui ou les conclusions de l'avocate générale Cocotte dans cette affaire. En ce qui concerne le fait que la réglementation nationale serait proportionnée, puisqu'elle vise à protéger les droits et libertés en luttant contre le prosélytisme, eh bien, le prosélytisme, c'est vrai, a déjà été utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme elle-même pour justifier des ingérences dans le droit à la liberté de religion, mais dans des situations bien différentes de celles qui nous occupent aujourd'hui. Le prosélytisme, c'est quoi, Monsieur le Président, Mesdames les juges? C'est l'attitude active de quelqu'un qui suscite l'adhésion à une conviction, à une religion. Or, ici, je ne pense pas qu'on puisse sérieusement soutenir qu'une formation de 20 heures avec des personnes en situation d'intégration puisse vraiment susciter un quelconque prosélytisme chez les autres personnes qui suivent cette formation, eu égard notamment, je vous l'ai dit, à la durée de cette formation de 20 heures, au but de la formation qui est justement l'intégration, et ensuite aux personnes concernées qui ne sont pas à considérer comme particulièrement vulnérables, comme c'était le cas dans tous les autres arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, où celle-ci a considéré que les personnes sujettes au prosélytisme l'étaient parce qu'elles présentaient une vulnérabilité particulière, notamment dans son arrêt d'Alab, où il s'agissait d'enfants en bas âge, ou alors dans son arrêt Karadouman, où il s'agissait d'enfants d'école secondaire, ou encore dans son arrêt Ebrahimian, où il s'agissait de personnes qui avaient accès à l'assistance sociale, ou encore dans son arrêt Dogrou, où il s'agissait tout simplement d'enfants de 11 ans. Donc,
Le prosélytisme, ça ne s'applique pas ici, ce n'est pas une exception qui peut être utilisée. En ce qui concerne le fait que le port du voile, etc., ça relève uniquement du forum externum et donc uniquement du style vestimentaire ou de la mode, eh bien, je vais vous me permettre de vous citer le paragraphe 125 de l'arrêt SAS qui dit « Si la liberté de religion relève d'abord du port intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. » C'est un peu plus clair. Concernant la question 5, nous n'avons tout simplement rien entendu sur l'autonomie procédurale et la question 5, j'imagine donc que la partie défenderesse avalise tout ce que nous avons dit sur cette question dans notre plaidoirie principale. Je vous remercie. Nous vous remercions. Est-ce que le gouvernement souhaite appliquer? Oui, donc pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les juges, à propos de la question A et de la base légale de la décision administrative. Même si c'est peut-être à tort que le gouvernement de l'État de Norway a fondé sa décision sur le règlement numéro 966/2012, cette décision demeure néanmoins légalement justifiée sur le fondement de l'article 53 ter du règlement 1605/2002, par substitution de base légale. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a elle-même procédé à ce type de substitution. Il est vrai, il s'agissait de substitution de motifs. Or, les substitutions de motifs sont plus audacieuses que les simples substitutions de base légale qui ne correspondent qu'à un simple changement d'étiquette, de nom d'article essentiellement. Ici, vous l'aviez déjà dit dans un arrêt Somvao, la récupération de fonds indûment versés est possible sur la base de l'article 53 ter du règlement 1605/2002. Merci. Mes confrères de la demande vont affirmer eux-mêmes, dans leur mémoire et à l'oral, l'Union européenne respecte l'identité nationale des États membres. Le traité sur l'Union européenne le dit, la charte le répète, la jurisprudence et notamment l'arrêt Sayn-Wittgenstein le confirme. Ils vous ont cependant affirmé que la laïcité noahienne ne pouvait être considérée comme faisant partie de l'identité constitutionnelle de cet État, en tant qu'elle ne serait pas suffisamment ancienne et ne devrait donc pas être prise en compte. Je vous le demande pourtant, quel meilleur moment pour respecter l'identité constitutionnelle dans une union de droit que lorsque la démocratie s'est exprimée pour modifier une constitution. À ce titre, je vous rappelle également l'essence du principe de subsidiarité, selon lequel l'Union européenne ne doit agir que lorsque cela est nécessaire. Votre Cour n'a pas autorité pour définir ce qui ressort de l'identité constitutionnelle d'un État. Je vous appelle donc une nouvelle fois à faire preuve de modération. L'association cite également dans son mémoire l'arrêt Ahmet Arslan et autres contre Turquie pour affirmer qu'une mesure interdisant le port de signes religieux spécifiques et qui s'impose aux simples citoyens dans tout l'espace public n'est pas proportionnée. À la différence de cette situation, la loi noahienne prohibe encore une fois de manière générale l'ensemble des signes religieux et sans en viser une en particulier, seulement dans le cadre de son service public. Par ailleurs, il a pu vous être dit qu'on portait atteinte au forum externum. On n'y porte atteinte que partiellement, uniquement en interdisant ce port de signes religieux dans un cadre très précis, celui du service public. Les droits et libertés des autres stagiaires de ce service public doivent d'ailleurs être protégés d'autant plus vigoureusement qu'il s'agit de personnes vulnérables, il s'agit de personnes sous protection internationale. Ainsi, on peut parler de prosélytisme religieux, comme dans les arrêts d'Ogru, Kerdancy et Laila Sayn, que la demande vous a d'ailleurs cités. Par ailleurs, après s'être fondé sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, nos confrères de la demande prétendent ensuite que le droit de l'Union peut accorder une protection plus étendue que celle de la Cour européenne des droits de l'homme dans leur mémoire. Ils précisent dans ce sens que l'évolution du droit, de la législation et des traités doit être prise en compte.
À ce titre, je vous rappelle que si ces textes ont évolué, si ce droit de l'Union a évolué, c'est seulement dans le sens d'une reconnaissance croissante de la laïcité dans l'Union européenne. Je vous remercie. Nous vous remercions. Est-ce que J'en ai quelques-unes, mais alors, de manière équivalente, oui, en nombre. c'est ça, voilà, absolument. Et tout d'abord, par exemple, à l'association, si ça vous plaît bien, je vais avoir principalement 3 questions. Je vais vous les poser, dire immédiatement, et puis je vais vous demander effectivement de me répondre à la suite. Ça va être des questions peut-être un tout petit peu factuelles. Il y en a une d'entre elles, d'ailleurs, vous n'avez pas, il me semble, évoquée dans la plaidoirie, mais qui ressort plutôt du mémoire écrit. Dans celui-ci, ça doit être, j'avais relevé au niveau du paragraphe numéro 36, vous expliquez que l'association a donc subi, dans le fait d'avoir une partie de ses subventions retirées, et aussi dans le fait de ne pas pouvoir avoir accès à de futures subventions pendant 10 ans, vous estimez que c'est une sanction pénale. Vous l'évoquez tel quel dans votre mémoire, et donc je voulais savoir comment vous pouvez assimiler le fait de ne pas recevoir futurement une subvention de 10 ans à une sanction pénale avec toutes les conséquences que peut entraîner ce type de qualification dans le dossier. La deuxième question que effectivement j'ai à vous poser et qui ressort finalement de la première et qui en est la conséquence, c'est que vous estimez que votre exclusion du système d'aide pendant 10 ans toujours, est disproportionnée. Et j'aurais aimé avoir quelques éléments d'argumentation sur le caractère disproportionné que vous pensez avoir subi dans le préjudice. La troisième question concerne aussi l'assimilation que vous faites entre la formation que vous organisez, qui est apparemment plutôt de nature civique, avec une formation professionnelle, puisque, il me semble bien, vous avez demandé à la Cour que soit appliquée la directive 2078 en invoquant le fait que donc votre activité ressortait de son champ d'application. Je voudrais donc avoir quelques précisions sur la réalité en fait de la formation que vous prodiguez, ce qui peut être intéressant justement pour savoir si cette directive est applicable ou pas. Voici mes 3 questions. Donc si vous avez la possibilité de me répondre. De nous répondre en tout cas. Très bien, merci. Je peux me lever. Merci Madame la juge pour vos questions. En ce qui concerne la qualification pénale, ou à tout le moins répressive, pour prendre le mot exact, de la sanction administrative qui a été infligée à la partie requérante au principal, il faut savoir que la notion de sanction pénale ou de sanction répressive est une notion autonome dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et que ce n'est pas parce qu'une mesure est appelée administrative dans l'ordre interne qu'elle doit d'office être considérée comme uniquement administrative de manière générale. Et le fait qu'une sanction soit de nature répressive, ça entraîne notamment l'application des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention, et les critères qui permettent de savoir si c'est répressif ou pas ont été donnés dans les arrêts, notamment Engel et Granley-Stevens, le dernier de ces deux-ci, concernant une amende. Donc il a été considéré qu'une amende pouvait être une sanction répressive. Les critères sont à savoir si la sanction est grave. Je pense qu'on peut considérer qu'une sanction est grave à partir du moment où il exclut une association pendant 10 ans de tout régime d'aide à l'intégration et où elle demande le remboursement partiel d'une amende. En ce qui concerne la disproportion, donc deuxième question, la disproportion relativement à l'exclusion de 10 ans, je pense encore une fois que pour une association qui se voue à prester des services publics de ce genre, eh bien, une exclusion de tout régime d'aide à l'intégration pendant 10 ans est effectivement disproportionnée, eu égard notamment aux circonstances de la cause, c'est-à-dire le fait que Valeurs républicaines n'ait jamais entendu, qu'aucun compromis n'ait été proposé, qu'aucun avertissement n'ait été donné, et que pourtant, en plus de cela, on prenne des sanctions à l'égard de Valeurs républicaines, alors même que la mesure nationale invoquée n'interdit qu'aux stagiaires de porter des signes religieux. Valeurs républicaines n'a jamais porté le foulard ou le turban, et pourtant on lui interdit pendant 10 ans de s'adonner à tout service public relatif à l'intégration. En ce qui concerne la question de savoir si une formation civique peut rentrer dans le champ d'application de la directive 2038, votre cours a déjà eu l'occasion de préciser
qu'il fallait interpréter le champ d'application de cette directive de manière relativement large. Et en ce qui concerne son article 3b, il concerne toutes les formations qui permettent de donner accès à l'emploi. Or, nous sommes justement dans le cadre d'une formation qui vise l'intégration notamment dans le monde de l'emploi. Le monde de l'emploi étant d'ailleurs, j'imagine, l'une des dimensions principales dans lesquelles l'intégration est importante. Et voilà. Pour terminer, peut-être juste dire que l'interdiction du port des signes religieux avait un caractère tellement général, s'appliquait tant au secteur public que privé, qu'on ne peut pas soutenir qu'elle ne s'appliquait qu'à tous ces secteurs, sauf le secteur de l'emploi. Voilà. Merci Madame la juge pour vos questions, j'espère y avoir répondu. Est-ce que je peux Oui, bien reposer, sûr. je peux me permettre de vous demander toujours de Oui, bien préciser quelque chose, parce que vous estimez, c'est un de vos argumentaires importants, que Valeurs républicaines n'a donc pas été entendue dans le cadre de la procédure de retrait en fait, de l'aide. Sauf qu'il me semble que vous n'avez pas désiré participer déjà à une enquête préliminaire. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que le fait de participer à l'enquête préliminaire n'aurait pas pu être le moment justement pour l'association de se prémunir d'un certain nombre de critiques postérieures du gouvernement? Merci. Vous avez refusé ostensiblement, Oui. apparemment, de vous livrer à l'enquête. Certainement. Donc, Valeurs républicaines a effectivement refusé de se soumettre à une enquête qui allait déboucher sur des sanctions dont je viens de vous expliquer qu'elles étaient répressives et qu'elles entraînaient donc l'application de tous les droits relatifs au droit à un procès équitable. Parmi ceux-ci, le droit au silence, le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Et il faut distinguer la situation d'une association qui ne participe pas à une enquête, d'une association contre laquelle une sanction de caractère pénal répressif est prise sans même avoir accès à un juge avant que cette sanction soit prise. Ce sont deux choses totalement différentes, deux momentum à différencier. Vous Et deux invoquez droits d'un différents. côté le droit au silence pendant l'enquête, et puis de l'autre côté, vous estimez que ce droit au silence peut vous préjudicier dans le cadre de la procédure de retrait. Le droit au silence implique d'une part le droit de ne pas s'auto-incriminer, c'est le droit qui a été utilisé au moment de l'enquête. Donc ça c'est un droit dont Valeurs républicaine peut choisir de l'exercer ou pas. Par contre, priver Valeurs républicaine du droit à un juge avant de lui infliger une sanction de nature répressive est effectivement contraire aux exigences les plus fondamentales du droit à un procès équitable. Merci à vous. Je rembraye tout de suite sur le Bah, gouvernement. Enfin, oui, comme ça permettra de veiller Je scrupuleusement à vais poser l'égalité. 3 mêmes questions. D'accord? Comme ça, effectivement, vous aurez le même temps de réponse. Alors la première a trait au fait qu'apparemment, vous retranchez derrière le caractère très général du règlement européen de 1988-95 pour estimer qu'à partir du moment où voilà, il y a une certaine imprécision dans les termes, ça justifie, je cite aussi votre mémoire à cette occasion, une erreur excusable. Donc, comment le gouvernement peut-il se réfugier derrière l'imprécision d'une réglementation européenne pour expliquer que, à partir de ce moment-là, elle peut prendre des décisions qui éventuellement, potentiellement, pourraient être tangentes vis-à-vis de la légalité. Donc c'est un argumentaire que j'aimerais bien que vous expliquiez. Comment vous pouvez vous retrancher derrière ce caractère très général et imprécis des termes d'une réglementation européenne. La deuxième question, vous expliquez, toujours dans votre mémoire, ça a été évoqué un petit peu, mais je retenais effectivement à réécouter le gouvernement sur cet argumentaire qui nous a martelé les principes qui sont inhérents à l'identité constitutionnelle du pays. Vous expliquez que l'interdiction générale du port de signes religieux permet de sauvegarder, vous l'intitulez comme tel dans votre mémoire, la moralité publique. J'aimerais bien que vous m'expliquiez dans quels termes la moralité publique peut-elle être un principe directeur, on va dire, qui permet une législation de limiter le port du signe religieux. Apparemment, vous en faites un principe dans votre État, mais il n'a pas l'air de paraître dans une législation ni constitutionnelle, ni de niveau inférieur. Donc de la même manière, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un tout petit peu ce que signifie cette moralité publique. Et le troisième élément qui est aussi un peu, j'en conçois, factuel, vous expliquez que le gouvernement de Noé, donc, explique qu'il a un objectif d'intégration religieuse qui existe dans cet État laïque. Alors, Madame la juge, moi en l'occurrence, je me pose la question de savoir comment vous pouvez associer la laïcité d'un État avec un objectif d'intégration religieuse, puisque si l'État de Noé est laïque, je ne vois pas comment on peut proposer une intégration religieuse. En fait. Vous pourriez aussi éclaircir cet argument, qui est aussi dans votre mémoire. Hein, donc, bien évidemment, tout est posé. Excusez-moi, pouvez-vous répéter la dernière
La dernière, c'est-à-dire dans votre mémoire, vous expliquez, hein, si les méthodes sont exactes, et je pense, que le gouvernement, par cette interdiction générale du port de signes religieux, essaie de remplir, vous le citez comme ça, un objectif d'intégration religieuse, d'accord, qui apparemment est un principe aussi de l'État de Noé, qui est un État laïque. Donc vous associez la laïcité de l'État avec le fait qu'il y ait une obligation d'intégration religieuse. Et là, je me permets d'évoquer cet argumentaire qui me semble un peu nébuleux, en fait. Est-ce que vous pourriez m'éclaircir là-dessus? Voilà, donc ces 3 questions. Est-ce que vous pouvez... C'est plutôt des éclaircissements, d'ailleurs, hein, autre chose. Merci pour cette question. La moralité publique permet en effet de prendre les mesures qui ont été prises, puisque... Qu'est-ce que vous mettez sous la notion de moralité publique? Sous la notion de moralité publique, on renvoie aux pressions qui pourraient être exercées par les personnes qui porteraient des signes religieux et feraient ainsi pression sur d'autres personnes vulnérables, ce qu'on appelle d'ailleurs prosélytisme religieux et que nous avons défendu à l'oral. Nous défendons donc que cette moralité est nécessaire pour protéger les droits et libertés des autres participants à la formation, qui sont des personnes fragiles, puisque sous protection internationale. Et donc il serait immoral de laisser une pression telle que celle qui a pu exister s'exercer sur eux. Donc vous fondez en fait votre interdiction de port sur une moralité publique dont la terminologie en fait est à géométrie variable. Donc c'est la moralité publique qui justifie cette disposition nationale en fait. Entre autres. D'accord. Très bien, merci. Par rapport à la question de l'intégration religieuse et en rapport avec le principe de laïcité, nous défendons que, en effet, dans une société laïque, l'État a pour rôle de faire respecter les droits de tous, encore une fois, à la religion, et qu'une intégration dans une société laïque ne doit pas se faire par le biais de formations qui autorisent le port de signes religieux. Je vous entends bien, monsieur, enfin, représentant du gouvernement. Le problème, c'est que dans ce que j'ai compris, c'est que vous proposez une intégration religieuse. C'est pas une là, vous rectifiez en utilisant la terminologie d'intégration sociale, sauf que vous expliquez que l'interdiction du port de signes religieux permet une intégration, de remplir un objectif d'intégration religieuse. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Alors je vous redonnerai éventuellement ultérieurement le numéro du paragraphe dans lequel j'ai trouvé cet argumentaire. C'est peut-être une erreur de notre part parce que dans le mémoire, parce que je ne vois pas. Je le retrouverai. Sur les autres aspects peut-être? Sur le caractère imprécis de la réglementation. Madame la juge, je tiens tout d'abord à vous apporter quelques précisions quant à la violation suffisamment caractérisée et notamment vous rappeler la jurisprudence de votre cour de 2000 dans l'affaire Haim. La violation suffisamment caractérisée est appréciable par le seul juge national et il n'appartient pas à votre cour d'apprécier la présence ou non de cette violation au regard des faits. De plus, les règlements invoqués par le gouvernement de l'État de Noé ont un caractère imprécis. Or, dans l'arrêt brasserie du pêcheur du 5 mars 1996, pour pouvoir justement mettre en cause la responsabilité de l'État de Noé, il est bien noté qu'il faut considérer la clarté et la précision de la règle violée, ainsi que de la large marge d'appréciation laissée au gouvernement. Or ici, très clairement, les règles n'étaient pas claires, elles n'étaient pas précises, et il y a effectivement cette marge d'appréciation immense qui est laissée à notre gouvernement et aux autorités nationales européennes. J'ai quelques questions à
à poser effectivement aux représentants du demandeur au principal et du gouvernement de Noé. D'abord peut-être aux deux finalement. Je vais commencer peut-être par le demandeur, on poursuit la chronologie établie au départ. Est-ce que on peut considérer qu'on est confronté ici, considérez-vous, qu'on est confronté ici à une irrégularité commise au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne, au sens, ce qui vous est reproché finalement, au sens du règlement de 1988-95 et au sens du règlement 966-2012. Parce que vous avez développé sur l'applicabilité de ces textes, et finalement, dans l'hypothèse où la formation de jugement considérerait que finalement ces textes sont applicables, est-ce que on peut vous reprocher, au sens de ces textes, une irrégularité au sens des dits Moi, je ne pense pas. textes? Oui. Donc, merci Monsieur le Président pour vos questions. Donc, est-ce qu'il y a irrégularité au détriment des intérêts financiers du droit de l'Union? En tout cas, à chaque fois qu'il y a irrégularité au sens de ces intérêts dans la jurisprudence de votre cours, par exemple l'arrêt Sombao ou l'arrêt Néal, c'est parce que l'autorité à qui a été destinée les sommes d'argent, la subvention, l'autorité nationale, a fait un mauvais usage de cet argent, et il y a des audits, et il y a des expertises financières qui montrent qu'il y a eu des fautes. Ici, on n'est pas dans ce cas de figure-là du tout, on est juste dans un cas de figure, non pas où on considère que l'État national n'a pas bien utilisé l'argent, mais dans un cas de figure où on considère tout simplement, l'État de Noé considère qu'on violerait les intérêts financiers de l'Union lorsqu'on ne respecterait pas une loi nationale. Tout simplement. Je vous remercie. Même question donc pour le gouvernement de Noé. Considérez-vous donc, pardonnez-moi, je vais la reformuler. J'avais dit que c'était pour les deux, la même question pour à la fois pour les représentants du demandeur principal et pour le gouvernement. Donc je repose ma question. Est-ce qu'on peut considérer que l'association Valeurs républicaines a commis une irrégularité au sens de la réglementation visée dans la décision de remboursement et d'exclusion? Est-ce que c'est une irrégularité? Parce que s'il ne s'agit pas d'une irrégularité, le fondement juridique tombe. Oui, bien sûr. Quand bien même il est applicable, rationné, temporiste et matériel. Monsieur le Président, je vais simplement me contenter de vous citer l'article 1er du règlement de 1988 qui indique qu'est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter un préjudice au budget général des communautés. Donc ici, clairement, l'intérêt de l'Union européenne, l'intérêt financier de l'Union européenne a été impacté par l'utilisation à mauvais escient des fonds européens par l'association Valeurs républicaines. En quoi l'association Valeurs républicaines a-t-elle commis une violation du droit communautaire, du droit de l'Union européenne en l'occurrence? Ici, l'association Valeurs républicaines était dans le cadre d'un service public et devait donc respecter la loi noahienne, ce qu'elle n'a pas fait. Il ne fait pas partie du droit communautaire jusqu'à preuve du contraire. Le fonds européen versé à l'association Valeurs républicaines était un fonds d'intégration. Or, nous considérons ici que l'association Valeurs républicaines n'a pas permis l'intégration d'étrangers sur le sol européen. Et donc n'a pas permis au fonds d'intégration d'avoir les effets escomptés. Oui, mais la décision européenne fondant le programme ne subordonnait pas, n'imposait pas aux États membres d'interdire le port de signes religieux.
C'est la loi nationale qui l'interdisait. Donc en réalité, c'est une irrégularité au regard du droit national. Et pas une irrégularité au sens du droit communautaire. C'est pas, vous avez cité le règlement de 1988-95. Oui. Alors, est-ce que vous intégrez à l'intérieur au sein du droit communautaire le droit national? Monsieur le Président, si vous me permettez, Je vous en prie. je tiens à insister sur l'importance de l'identité nationale et du respect de cette dernière, et notamment de prendre en considération cette identité nationale, y compris par les juges de votre cour. L'identité nationale de l'État de Noé, très clairement, comprend la laïcité et le non-port de signes religieux durant les formations est très important pour notre gouvernement. Dès lors, y compris dans l'application d'un fonds d'intégration européen, l'identité nationale de l'État de Noé est à prendre en compte. Bon, merci. J'ai encore une question pour... je vais commencer cette fois-ci, par souci d'équité, encore une fois, par le gouvernement de Noé. Alors j'ai plusieurs questions, mais j'ai été stupéfait, interrogatif, et j'ai des doutes. Vous avez finalement, vous convergez sur le fait que, semble-t-il, la liberté religieuse, garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux, ne couvre pas le prosélytisme. Et je voudrais donc avoir la position du gouvernement de Noé sur cette question. Dans quelle mesure la liberté religieuse protège ou ne protège pas le prosélytisme? Est-ce que le prosélytisme échappe au champ d'application de l'article 9 de la Convention? Eh bien, non, le prosélytisme n'échappe pas au champ d'application de cet article. On l'a dit, les articles 9 de la Charte et 14, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme doivent être interprétés dans le même sens par vous. Ainsi, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à plusieurs reprises à se prononcer sur l'existence d'un prosélytisme religieux et l'a parfois sanctionné. Par conséquent, votre Cour, qui doit suivre la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, c'est l'arrêt que nous avons également cité, HF et CK contre République. Donc vous me confirmez, alors pardonnez-moi de vous interrompre, simplement pour être certain de vous avoir bien compris, que le fait pour une personne de tenter de convaincre une autre personne de changer de religion, d'avoir une conviction religieuse, donc essayer de convaincre ce qui relève du prosélytisme, n'est pas nécessairement protégé par voilà, l'article 9. Exactement. D'accord. Je vous remercie. Est-ce que l'association Valeurs Républicaines souhaite prendre position sur ce point? Merci, Monsieur le Président. Donc, la question que vous posez, c'est indirectement la place du prosélytisme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les ingérences dans le droit de liberté religieuse, si j'ai bien compris. Donc, alors, commençons par le commencement. Le principe, c'est la liberté de religion, la liberté de culte. Ce principe souffre d'exceptions, qu'on appelle des ingérences. Ces ingérences peuvent être justifiées par différentes causes qu'on appelle des causes de justification. L'une de ces causes de justification, c'est la protection des droits et libertés d'autrui dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'une des expressions de la protection des droits et libertés d'autrui, c'est justement la liberté de religion négative en quelque sorte, de ne pas être influencé par la religion de quelqu'un d'autre, de ne pas devoir adhérer à une religion en quelque sorte de force sous l'effet de pression. Et c'est ça en quelque sorte la définition du prosélytisme. Or, dans certains cas, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le port de certains signes religieux emmenait au prosélytisme, mais comme je l'ai expliqué dans ma première plaidoirie introductive, c'était seulement, dans ma réplique, je ne sais plus, c'était seulement dans des cas où le contexte était particulier, parce que, par exemple, les personnes exposées au port de signes religieux par les autres présentaient des signes de vulnérabilité, de faiblesse caractéristiques, par exemple, les enfants de 11 ans,
à l'école des enfants, à l'école secondaire des personnes en besoins sociaux particuliers dans le cadre d'une assistante sociale. Donc le prosélytisme est couvert pour partie par l'article 9. Le prosélytisme est couvert par l'article 9 et peut constituer une cause de justification dans le cadre précis de la protection de la liberté d'autrui, mais seulement dans des circonstances bien particulières qui n'étaient J'ai pas... compris votre point de vue. Pour respecter le temps, je m'arrête là. Oui, alors j'ai la difficulté de parler en dernier, tout le monde a épuisé mes questions. Je vais me contenter simplement d'une question par partie. Premièrement, aux demandeurs. Donc le défendeur a critiqué votre droit à agir en disant qu'effectivement vous n'avez pas un droit à demander qu'il y ait une question préjudicielle, et puis aussi en critiquant l'existence de votre préjudice. Alors j'aimerais que vous reveniez sur cet argument parce que je n'avais pas tout à fait bien compris ce point. Merci de votre question. En ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas un droit à la partie à poser une question préjudicielle, celui-ci n'a jamais été invoqué. La seule chose que nous avons invoquée tout au cours de notre plaidoirie, c'est le droit au juge de renvoi de poser une question préjudicielle. C'est cela qui a été contesté. Et en ce qui concerne s'il y a eu réellement un préjudice, il y en a eu un, étant donné que l'association, par le retrait des subventions qu'elle s'était vue accorder, avait en quelque sorte acquéri un droit acquis, qui est un principe absolument général du droit. Et dès lors, de plus, le préjudice sera que le retrait de ces droits ne permet pas à l'association de fonctionner correctement, voire carrément pourrait engendrer sa fin, étant donné la longueur de l'exclusion. Donc il y a effectivement un préjudice. C'est plus clair. Est-ce que je peux me permettre, juste sur ce terrain-là du renvoi préjudiciel, vos contradicteurs ont indiqué, effectivement, comme vous venez de relever, qu'il n'y avait pas un droit à renvoi préjudiciel offert au parti, au principal de l'Assemblée nationale. Vous ne contestez pas cet argument, vous le reconnaissez absolument. Bon. Pour aller au-delà, puisque c'est une des questions qui nous occupe, et donc il va falloir qu'on y réponde, est-ce que, dans l'hypothèse où une juridiction nationale qui serait contrainte donc, de poser une question préjudicielle au sens de l'article 267, Oui. ne se soumettrait pas, ne respecterait pas cette obligation, est-ce que le fait qu'elle ne pose pas la question préjudicielle est de nature, finalement, c'est une question qui est peut-être un peu différente. Hein. En tous les cas, je vous la pose. Est-ce qu'elle est de nature à vous permettre d'engager la responsabilité de l'État devant le juge national? En tout cas, Est-ce que les conditions seraient remplies En tout cas, en ce qui concerne ici notre cas, nous avons une juridiction en dernier ressort qui a refusé de poser des questions préjudicielles, et dans l'arrêt Kobler, il a été établi qu'une juridiction suprême peut voir sa responsabilité engagée pour le droit de l'Union, et donc oui, ce serait possible d'engager la responsabilité de l'État, en l'occurrence de son ordre judiciaire, par l'intermédiaire de la... D'accord, merci. Désolé d'avoir interféré. Pas du tout, mais c'était utile. Deuxième question donc, pour le défendeur. Vous avez expliqué, je crois, maître, que l'État ne pouvait pas être responsable d'une erreur de droit. Alors, c'est un argument qui m'a un peu interpellée. Dans le sens donc, où vous avez expliqué par la suite effectivement qu'il y avait une jurisprudence floue, une sorte de vide juridique en tout cas, mais il me semble que pour qu'il y ait une exonération de responsabilité, il faut quand même démontrer un cas de force majeure qui soit extérieur. Or, l'État est responsable de l'État, de sa législation, puisque les institutions contribuent à faire voter les lois et à adopter des règlements. Donc, finalement, s'il y a un flou juridique, c'est l'État de lutter contre
contre ce flou juridique, et ça me paraît assez léger comme excuse donc pour rejeter toute responsabilité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet argument? Madame la juge, quant à l'existence d'une erreur de droit, nous vous demandons simplement de la prendre en considération comme en conformité avec votre jurisprudence Brasserie du Pêcheur de 1996 pour apprécier la violation suffisamment caractérisée. Ce n'est pas l'erreur de droit de l'État, n'est pas en soi exonératrice, mais doit simplement être prise en compte pour vérifier s'il y a une violation suffisamment caractérisée qui entraînerait la responsabilité de l'État. Je vous remercie. Voilà, nous levons l'audience.